bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire de patrimoine nucléaire et climat. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir monsieur André Merlin. André Merlin, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Ancien président de RTE, pour discuter des grandes mutations du système électrique, du marché européen de l'électricité et de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE 3. Donc, monsieur Merlin, comme je disais, bonsoir et merci d'être avec nous. Et venir pour partager votre expertise. Est-ce que vous pouvez très succinctement vous présenter et nous parler un petit peu d'RTE, de ses missions et responsabilités? Très bien. Écoutez, merci tout d'abord à PNC et à son président de m'avoir convié à ce webinaire. J'en suis très heureux, d'autant que c'est un sujet qui m'est cher. Et puis, donc, je voudrais en quelques mots me présenter. D'abord, dire d'où je viens. Je viens d'un petit pays qui est aux confins du Cantal et de la Corrèze, qui s'appelle la Xainfrie, pas très loin du barrage de l'Aigle, pour ceux qui connaissent un peu la région. Et je suis le dernier d'une lignée de forgerons maréchal Ferrand, et j'étais le premier de cette lignée à quitter le pays pour, comme on dit, monter à Paris et faire des études supérieures, puis exercer mon métier d'ingénieur. Voilà d'où je viens. Alors, après avoir fait l'X et Supélec, que j'ai présidé d'ailleurs pendant 11 ans, de 2000 à 2011, je suis rentré à EDF comme on rentre en religion, dans le groupe EDF. D'abord, la direction de la recherche, où j'ai fait de l'IA. C'était, à l'époque, c'était tout à fait au début de l'IA, c'est-à-dire des algorithmes pour l'aide à la décision, pour la planification et l'exploitation des grands systèmes électriques interconnectés. C'était des sujets passionnants. Et j'ai donc, dans le premier temps, construit ces algorithmes, et ensuite, bien évidemment, j'ai dirigé des équipes. J'ai ensuite quitté la recherche un peu avec regret, d'ailleurs, parce que c'était passionnant intellectuellement, pour aller dans une direction opérationnelle d'EDF, la direction de production de transport, où j'ai occupé des postes de management, d'abord au service du transport, d'électricité et des télécommunications. J'étais directeur régional, puis directeur au niveau national. Après, j'ai rejoint pendant 2 ans la direction de la recherche comme numéro 2. Et au bout de ces 2 ans, le directeur général d'EDF m'a demandé de diriger l'ensemble de la direction de production de transport, à l'exception du nucléaire. J'ai jamais été dans le nucléaire. On était en 97, donc en 97, la directive européenne qui ouvrait le marché de l'électricité à la concurrence avait été adoptée l'année précédente. Et donc, j'ai été chargé par le président et le directeur général d'EDF de préparer la mise en place du gestionnaire de réseau de transport d'électricité qui ne s'appelait pas à l'époque RTE. Et j'ai été nommé par le ministre Christian Pierret à l'époque, en 2000, une fois que la loi de transposition a été votée à l'Assemblée nationale. J'ai été nommé à la tête du RTE et j'ai dirigé RTE pendant 7 ans. Ensuite, j'ai quitté RTE atteint par la limite d'âge et j'ai été nommé conseiller énergie auprès de la Commission européenne et particulièrement auprès des 2 commissaires à l'énergie et commissaire à la concurrence. J'y reviendrai d'ailleurs dans la présentation. Et pour terminer, je dirais que le ministre d'État Jean-Louis Borloo m'avait demandé, quand j'étais revenu comme président du conseil de surveillance de RTE et de RDF, qui est maintenant Edenis, il m'avait demandé de créer un consortium pour étudier la faisabilité, la rentabilité des interconnexions électriques à très haute tension entre l'Europe du Sud et l'Afrique du Nord. Voilà. Voilà ce que je peux dire. J'étais un peu long, je m'en excuse, mais enfin, je pense que c'était utile que je le dise. Mais il n'y a aucun problème. Revenez rapidement sur RTE, ses missions et ses responsabilités. Alors, RTE, si vous voulez, ça a été une expérience très intéressante parce que, bien évidemment, il fallait dissocier RTE du reste d'EDF et lui donner l'indépendance de gestion qui était prévue à la fois dans la directive et ensuite dans la loi de transposition. Et c'est la raison pour laquelle, dès que j'ai pris la responsabilité du gestionnaire de réseau de transport d'électricité,
j'ai donné comme appellation pour cette nouvelle entité RTE, Réseau de transport d'électricité. Et je dois dire que le président d'EDF de l'époque, François Roussely, a tout de suite accepté. Sauf que ça a provoqué effectivement quelques émotions au sein de la grande maison d'EDF. Non, cette pas. Alors ça, c'était un moment où on était un service indépendant au sein d'EDF, ce qui était un petit peu bizarre comme construction juridique, mais enfin c'était ce qui avait été prévu par le législateur dans un premier temps. Et lorsqu'on a changé le statut d'EDF, c'est en 2004, c'est là où RTE est devenu une filiale avec une gestion autonome. Quand vous dites le changement de statut d'EDF, c'est quand vous dites le changement de statut d'EDF, c'est la transition d'un EPIC jusqu'à une SA, c'est ça? Exactement. Voilà. Qui s'est opéré en 2004 et qui a suscité, vous le savez, pas mal de réactions, en particulier réactions des grèves syndicales. Et RTE était d'ailleurs le point focal dans ces contestations. Mais finalement, ça allait plutôt bien tiré. Et ce que je dois dire, c'est que RTE a été tout de suite regardé et apprécié parce qu'il jouait un rôle très indépendant par rapport à EDF. Et en particulier, je vous le disais tout à l'heure, Gérard Mestrallet, qui dirigeait Suez, était très attentif à la manière dont fonctionnait RTE. Et il ne passait pas une semaine ou un mois sans qu'il fasse des compliments dans la presse, dans les médias sur RTE. En tout cas, là, une vice-présidente de la Commission européenne, qui à l'époque sa première vice-présidente, qui est Loyola de Palacio, qui était à la fois très favorable au nucléaire et très francophile, m'a tout de suite repéré et m'a demandé de créer l'Association européenne des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité. Et à ce titre, j'ai joué un rôle majeur, je peux le dire, dans la construction du marché européen de l'électricité, mais on y reviendra ensuite. Et également un rôle dans EXLAF, dans le fameux contrat long terme d'approvisionnement pour les électro-intensifs Excelsior. Alors là, c'était lorsque j'étais conseiller auprès de la Commission européenne. La commissaire à la concurrence m'a demandé de jouer le rôle de médiateur entre ses services, les services d'EDF et l'Uniden, pour aboutir à un accord sur le contrat Excelsium qui avait été négocié dans un premier temps entre EDF et les électro-intensifs. En tout cas, ça va être difficile de balayer tous ces sujets en une heure, mais on va faire le maximum. Je pense. Je vais rapidement faire un petit rappel du déroulé du webinaire. Dans un premier temps, je vais adresser une série de questions que nous avons préparées avec André Merlin. Dans un second temps, ça sera les questions que vous nous avez posées par l'intermédiaire de la boîte à questions. Et enfin, ce sera vous qui pourrez interagir avec André Merlin par l'intermédiaire du chat en direct et nous prendrons vos questions. Voilà, donc premier sujet, André Merlin, la PPE 3. Est-ce une catastrophe écologique et industrielle? Quel regard portez-vous sur ces grandes orientations de cette troisième PPE? Je suis effectivement très critique. J'ai eu l'occasion de le dire assez récemment, puisqu'on a fait une conférence de presse au Sénat à l'initiative de plusieurs sénateurs avec Henri Poglio et François Goulard, qui était le vice-président de PNC. Et j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur la PPE. Je l'avais fait auparavant lors d'un colloque également au Sénat. Si vous voulez, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que la PPE, c'est une conséquence, en fait, du Green Deal, du Pacte vert, qui a été adopté au niveau européen par la Commission européenne, enfin, qui a été proposé par la Commission européenne précédente. Alors, beaucoup critiqué le Green Deal sur son volet agricole, mais sur le volet énergie, à mon avis, c'est aussi et même plus critiquable encore. Vous parlez bien de la première commission von der Leyen. Voilà, c'est la première commission von der Leyen. Et pourquoi c'est critiquable? Parce que, à mon avis, ce Green Deal a été influencé fortement par des idéologues, il faut le dire, qui sont des apôtres de la décroissance et qui ont conduit effectivement à fixer des objectifs totalement irréalistes, déraisonnables, on peut le dire, et en fait partiaux. Alors pourquoi? Alors les objectifs, c'est baisser les émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030, alors qu'on a eu du mal à atteindre 20% en 2020 par rapport aux émissions de 1990. Donc faire en 10 ans 2 ou 3 fois plus que ce qu'on n'a pas pu faire ou difficilement
pendant 30 ans, je pense qu'on n'y arrivera pas. D'ailleurs, on va le constater très vite. On est en 2025, on est très loin de cet objectif. Mais ce qui me paraît encore plus contestable, c'est les objectifs en matière d'énergie renouvelable. L'objectif est d'atteindre 42,5% dans le mix énergétique européen en 2030. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, 42,5% d'énergie renouvelable? C'est 50% d'énergie renouvelable intermittente dans le mix électrique européen en 2030. Ce qui est complètement aberrant, d'autant que, effectivement, on oublie complètement que, au niveau européen, 20% de l'électricité est produite à partir de l'électronucléaire et que cet électronucléaire ne produit aucun gaz ou pratiquement aucun gaz à effet de serre, beaucoup moins que les panneaux photovoltaïques. Il faut savoir que c'est 20 grammes par kilowattheure, alors que les panneaux photovoltaïques, du fait de leur fabrication en Chine, c'est 80 ou 90. C'est ça, là. Et donc, là, la France, à mon avis, a très mal joué. Elle aurait dû imposer dès le début, dès l'adoption de la directive qui a été adoptée en 2009, c'est-à-dire les 3 fois 20 en 2020, 20% de baisse des émissions de gaz à effet de serre, pour en 2020, 20%. Juste pour parler bien de la directive énergie renouvelable, la fameuse directive RED. Voilà. Exactement. Il aurait fallu que la France impose que l'on inclue le nucléaire dans ses objectifs en matière de baisse des énergies renouvelables, enfin des émissions de gaz à effet de serre. Bon, enfin, ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, un objectif qu'il faut, et on y reviendra ensuite à propos du marché, il faut absolument que la France obtienne la neutralité technologique entre le nucléaire et les énergies renouvelables intermittentes. Notamment pour que soit prise en compte la consommation finale et pas seulement une consommation de base qui soit produite à partir de ENR. Bien sûr, les deux. Pour favoriser l'électricité. Je pense qu'on ne pourra pas changer la prise en compte des ENR. Les Allemands y sont attachés mordicus, et même la nouvelle coalition a confirmé qu'ils voulaient continuer. Le résultat, d'ailleurs, c'est que quand on regarde l'Europe actuellement, quels sont les 3 pays qui émettent le moins de gaz à effet de serre, enfin de CO2 par kilowattheure? Ben, il y a 3 pays, c'est la France, la Norvège. J'inclus la Norvège parce qu'elle fait partie du marché européen de l'électricité, parce qu'ils ont beaucoup d'hydraulique, et la Suède, qui a aussi beaucoup d'hydraulique et du nucléaire, d'ailleurs. Et qui vient après, ben, vous avez l'Espagne et le Portugal, mais qui émet 6 fois plus de gaz par kilowattheure, de gaz à effet de serre que la France. Et je ne parle pas de l'Allemagne, où on est à 10 fois, où ils continuent à produire de l'électricité à partir du charbon, 30% de son électricité, et ils envisagent, disent-ils, d'arrêter la production d'électricité à partir du charbon en 2038. Donc il y a là, un jeu qui est absolument détestable. Les gens ne jouent pas le jeu clairement. Enfin, donc, si vous voulez, dans cette affaire-là, le Green Deal, à mon avis, c'est quelque chose d'absolument horrible. Et alors, la conséquence, c'est que la PPE reprend, bien évidemment, ses objectifs. Alors, quels sont les objectifs de la PPE? C'est de tripler la part des énergies renouvelables intermittentes et même d'aller un peu au-delà d'ici 2035. On n'a pas besoin de moyens de production supplémentaires actuellement, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que la consommation d'électricité depuis 2012 ne cesse de baisser. Mais d'autres vous diraient qu'elle baisse parce qu'on se désindustrialise, parce qu'il y a d'autres facteurs. Justement. Elle baisse pour 2 facteurs essentiellement. Parce que le prix de l'électricité a augmenté fortement, surtout pour les particuliers, depuis 2008. De 2008 à 2020, on a eu une augmentation du prix de l'électricité à euro constant de plus de 60%. Plus de 60%. Donc les gens qui utilisent l'électricité, par exemple, pour chauffer, certains n'ont pas les moyens de chauffer plus d'une pièce. Et donc, de ce fait, ils consomment beaucoup moins d'électricité. Et l'autre facteur, vous l'avez dit, c'est effectivement, c'est que l'activité économique a fortement baissé et
on parle de réindustrialisation, mais c'est pas du tout la réalité. La réalité, c'est que le pays continue, et même à vitesse grand V, à se désindustrialiser. Et donc, de ce fait, la consommation d'électricité, aujourd'hui, est au niveau qu'on avait en 2003, quand je dirigeais RTE. Eh bien, on a actuellement une surcapacité de production. La preuve, c'est que en 2024, on a exporté 100 TWh chez nos voisins. Et d'ailleurs, on peut se féliciter de cette exportation. Ça veut dire que le prix de l'électricité sur le marché français est moins élevé que dans les pays voisins. Et donc, de ce fait, eh ben, les pays voisins nous achètent l'électricité, en particulier l'Allemagne. Ce qui permet de rentabiliser également EDF. D'une certaine manière. La performance. D'une certaine manière. Mais si vous voulez investir, parce que c'est quand même plusieurs centaines de milliards d'euros d'ici 2035 qu'on va investir. Notamment dans les réseaux, bien sûr. Alors, il n'y a pas que les réseaux. Oui. Les réseaux, effectivement, les deux gestionnaires de réseau ont annoncé 100 milliards chacun, 200 milliards, mais il y a également les investissements sur les éoliennes et surtout sur les éoliennes marines. Alors, c'est là où, si vous voulez, je vais reprendre ce que j'ai dit lors de la conférence de presse au Sénat. Eh bien, la conséquence de cette PPE, c'est une explosion du prix de l'électricité pour les particuliers. Je prévois, personnellement, j'ai fait le calcul, alors ça, c'est un petit peu à la louche, je reconnais, mais c'est un doublement du prix de l'électricité pour les particuliers d'ici 2035. C'est-à-dire qu'on est actuellement à 200 € du mégawattheure, on va être à 400 en 2035, à euro constant. Voilà. Et pour les industriels, parce que les industriels, comme vous le savez, sont très attentifs au prix de l'électricité, et d'ailleurs, ils reprochent que la France ait un prix de l'électricité beaucoup plus élevé qu'aux États-Unis. Et en Chine, bien sûr. En Chine, je n'en parle pas, mais l'audition du président de Michelin l'a montré, il l'a dit très clairement. En France, le prix du mégawattheure, c'est pour les industriels, c'est 106 €, alors qu'aux États-Unis, c'est 60. Eh bien, ce que je prévois, du fait de la PPE, c'est une augmentation de ce prix de 30%. C'est-à-dire qu'on va passer de 106 à 136. Alors pourquoi? C'est en particulier là, clairement, à cause des investissements qu'on va faire sur le réseau de transport d'électricité. Les 100 milliards. Alors, il faut savoir que les 100 milliards qui sont proposés par RTE, c'est pour raccorder principalement les éoliennes marines au grand réseau de transport. Chaque liaison de 1000 mégawatts va coûter 1 milliard d'euros en moyenne. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de liaisons sous-marines et souterraines à courant continu. C'est-à-dire que vous êtes conduit à transformer le courant alternatif qui est produit par ces parcs éoliens marins en courant continu, transporter ce courant continu jusqu'au point de connexion au réseau 400 000 volts, et là, retransformer le courant continu en courant alternatif. Et tout ça, ça coûte 1 milliard par 1000 mégawatts. Ce que propose la PPE, c'est 45 gigawatts à l'horizon 2050. Et 45 gigawatts, ça fait 45 milliards. Bon, mais ce n'est que le raccordement. Après, il faut renforcer le réseau existant pour pouvoir acheminer cette électricité là où on a besoin. Et je pense que rien que cela, c'est au moins sur les 100 milliards, c'est 70 milliards liés aux éoliennes marines. C'est pour ça que c'est une catastrophe. D'autant que un certain nombre de responsables, et il y a eu d'ailleurs des courriers qui ont été envoyés, disent que l'éolien marin va coûter 50 € du mégawattheure. C'est un mensonge. L'éolien marin, si on regarde les 6 premiers parcs éoliens qui ont été attribués par appel d'offres, c'est 200 € de mégawattheure garanti sur 20 ans. 200 € par rapport à un prix de marché qui est de 60 €. Les 140 € du mégawattheure, c'est des subventions que vont payer les consommateurs essentiellement domestiques et les petites et moyennes entreprises. Et si c'est pas payé par les consommateurs domestiques, ça va être dans le budget de l'État et donc ça va creuser la dette. On n'a pas besoin, avec une dette de 3 300 milliards d'euros. Donc c'est une catastrophe. Et cela se trouve dans les taxes, notamment l'accise sur l'électricité? Alors, c'est ce qu'on appelle l'accise. L'accise comprend toutes les taxes.
Alors actuellement, la taxe est de 40 € environ hors TVA, parce que vous avez la TVA là-dessus. Mais sur les 40 €, il y a 21 € qui sont liés aux subventions aux énergies renouvelables. Mais 21 €, pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu reprendre la taxe qu'on avait en 2020, avant la crise énergétique, avant le Covid, qui était de 31 €. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez peut-être qu'il y a eu une négociation très difficile entre le gouvernement, qui était celui de Michel Barnier, et les partis politiques, je ne vais pas citer lesquels, et que finalement, l'accord qui a été trouvé, c'est que sur les 31 €, 10 € sont restés sur le budget de l'État, donc contribuent à la dette, au creusement de la dette. Voilà ce que c'est. Mais 21 €, c'est rien. Si en 2035, vous avez la PPE, on va multiplier par 3. On va atteindre 100 €, même pas 3 par rapport à 40, mais on va atteindre 120 € pour la fameuse accise. 120 plus la TVA, qui est donc, ce que vous dites, c'est une inflation de l'accise et aussi, pour revenir à ce qu'on parlait des réseaux il y a un instant, du TURP également. Alors, attendez. Alors, sur la partie TURP, actuellement, le TURP est de 56 € du mégawattheure. Quand je dirigeais RTE, on était à 30. Il a pratiquement doublé. Toujours à euro constant. À euro constant. Et 56 €, si vous voulez, c'est hors TVA, là aussi. Eh bien, ce que je prévois avec les 200 milliards, c'est que on passe de 57 au double, au moins. On est à 114, plus 20% de TVA. Et donc, ça veut dire que on arrive effectivement, pour les particuliers, à doubler le prix de l'électricité. On va passer de 200 à 400. Donc, c'est catastrophique. Et pour les industriels, c'est pareil. Si vous voulez augmenter le prix de l'électricité pour les industriels de 30%, c'est aussi une catastrophe. Alors, il y a un deuxième aspect que je ne vais pas développer, je le développerai après. C'est que, effectivement, il faut savoir que ces énergies renouvelables intermittentes, j'ai eu l'occasion de le dire lors du colloque au Sénat, c'était le 10 mars, elles ne sont pas pilotables, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas produire de l'électricité nécessairement où vous en avez besoin. Donc, vous avez besoin, à côté de ces moyens non pilotables, de moyens qui sont pilotables et qui permettent de reprendre, de satisfaire la demande à ce moment-là. Hein. Mais non seulement ça, et ils ne participent nullement au contrôle de la stabilité du grand système électrique interconnecté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un grand système électrique interconnecté que l'on a en Europe, c'est le plus grand du monde, avec celui de la Chine. Eh bien, ce grand système électrique interconnecté, on doit en temps réel contrôler la fréquence, parce qu'il faut savoir que l'électricité se transporte en courant alternatif. Hein, moi, j'y reviendrai tout à l'heure si vous le souhaitez. La fréquence, la tension et le courant. Et ces moyens de production non pilotables ne permettent nullement, dans l'état actuel de la technique, de participer au contrôle de cette stabilité. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire fonctionner un grand système électrique interconnecté uniquement avec ces moyens de production non pilotables, éoliens et solaires. Et le rapport qui a été fait, je crois qu'il y a une question là-dessus, à la demande de la ministre de l'époque, qui était Elisabeth Borne, hein, qui était en charge de l'écologie et de l'énergie, qui voulait démontrer qu'effectivement, on pouvait faire fonctionner un grand système électrique interconnecté avec uniquement des moyens renouvelables non pilotables. Alors, RTE a pondu un rapport avec l'AIE. Si vous lisez entre les lignes, ils disent oui, c'est possible, si. Et il y a un certain nombre de si, et notamment pouvoir effectivement assurer le contrôle en temps réel de la fréquence, de la tension et du courant. Résultat, c'est de la blague, quoi. C'est la carabistouille. Et aujourd'hui, ça, je suis en partie parce que je continue à être très impliqué au niveau de l'organisation internationale qui est le CIGRE, Conseil international des grands réseaux électriques, où je demande actuellement de faire un état des lieux de ce qu'on appelle le grid forming, c'est-à-dire la capacité que pourrait avoir dans le futur
ces moyens de production, d'assurer ce contrôle de la fréquence, de la tension et du courant. Donc, on en est là actuellement, si vous voulez. Hein. Et la troisième chose qu'on va aborder, c'est que du fait que ces moyens de production renouvelables intermittents sont soumis aux caprices de la météo, eh bien, tantôt vous avez trop de production d'électricité parce qu'il y a du vent et du soleil, c'est ce qu'a expérimenté la France, mais surtout l'Allemagne. Et à ce moment-là, on a des prix négatifs sur le marché, ce qui est une horreur. Ça veut dire que le marché ne fonctionne pas correctement. Et non seulement ça, mais on est obligé, comme ces moyens de production ne peuvent pas moduler, de les déconnecter du réseau pour pouvoir rééquilibrer la production à la consommation. Ça, c'est dans la situation où il y a du vent et du soleil. Et dans la situation inverse, où il n'y a pas de vent et pas de soleil, ce qui s'est produit au mois de novembre et décembre en Allemagne, il n'y a pas assez d'électricité pour satisfaire la demande. Et donc, l'Allemagne a importé, tenez-vous bien, 17 gigawatts, l'équivalent de 20 réacteurs nucléaires venant des pays voisins, et en particulier de la France. Et on peut le dire que la France a sauvé la mise en Allemagne, puisque l'Allemagne était incapable de satisfaire la demande d'électricité. Donc, on a un fonctionnement chaotique du marché européen de l'électricité. Bon, et c'est la situation actuelle. Donc, avec les perspectives de la PPE, mais ça ne pourra pas marcher, quoi. Et donc, si vous voulez, les lois de la physique vont s'imposer. Et quelles que soient les lois qui seront votées à la demande sous la pression des écolos idéologues, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. C'est pas possible. Donc on arrive à une PPE qui ne contente personne, ni les particuliers à terme, ni les industriels, voilà. Des investissements sur le réseau et une inflation de la taxe, notamment de la CIS, qui vont être dantesques. Mais cette PPE 3 s'inscrit également dans un système, et sont notamment européens. Moi, j'ai une question sur désormais le système électrique qui est interconnecté. Comment il s'est construit ce système et quel rôle joue-t-il aujourd'hui? Oui, alors c'est effectivement toute l'histoire de l'électricité en Europe depuis, je dirais, le début du XXe siècle. Alors, ce que je vais dire, il n'y a pas que des électriciens, je pense, parmi ceux qui nous écoutent. Donc, je vais d'abord faire quelques rappels, ce qui est très simple. D'abord, l'électricité ne se stocke pas, sauf si vous abaissez la température du conducteur à des niveaux tels qu'il devient supraconducteur, et donc il ne génère pas de perte. Donc, l'électricité ne se stocke pas directement, et par contre, elle se transmet à la vitesse de la lumière. Lorsque donc on a commencé à acheminer l'électricité au début, à la fin du 19e siècle, au niveau de distribution, c'était de l'électricité à courant continu. Je vais faire simplement le rappel d'Edison. Edison qui a fait un des premiers réseaux de distribution en courant continu à la fin du 19e siècle. Mais ce n'est qu'à partir après la Première Guerre mondiale qu'on a commencé à construire un véritable réseau électrique qui va s'interconnecter progressivement. Et ce réseau a été construit, c'est un réseau à courant alternatif. Alors pourquoi un courant alternatif? C'est parce que lorsque vous transmettez de l'électricité, il y a quand même un inconvénient, c'est que vous produisez des pertes. Ce qu'on appelle les pertes joules, les pertes électriques. Et les pertes électriques, c'est la résistance du conducteur multipliée par le carré de l'intensité, vous voyez, qui circule sur le conducteur. Et si vous voulez pas augmenter par trop les pertes, il faut que vous puissiez monter en tension. C'est-à-dire que si vous montez en tension, vous pouvez parce que la puissance transmise, c'est le produit de la tension par le courant. Donc, si vous montez en tension, vous diminuez le courant pour la même puissance transmise. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il fallait absolument trouver un moyen de monter en tension. Et c'est là où il y a eu un inventeur génial, serbo-croate, qui est parti, qui s'est expatrié aux États-Unis et qui a inventé un instrument merveilleux, on peut le dire, qui est le transformateur. Le transformateur permet très facilement et à moindre coût de changer de tension, monter en tension, descendre en tension en fonction des besoins. Et c'est la raison pour laquelle le
courant alternatif s'est imposé au détriment du courant continu. Et donc, à partir de là, on a construit un réseau de transport d'électricité au niveau d'abord régional, avec des tensions que j'appelle, ce qu'on appelle la haute tension HTB, 63 000 volts et 90 000 volts. 63 000 volts, c'était dans l'est de la France, 90 000 volts dans l'ouest de la France. C'était pas encore normalisé. Mais ça a permis d'interconnecter au niveau d'une région. Et puis, au fur et à mesure que la consommation d'électricité s'accroissait, à ce moment-là, on a vu l'intérêt d'avoir une interconnexion au niveau national. Et c'est là où on est monté en tension, et on a introduit à ce moment-là un nouveau palier de tension, un nouveau niveau de tension qui est 225 kV, qui lui a été normalisé et qui a été étendu non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Et ça a permis effectivement d'avoir un réseau interconnecté au niveau national. Alors, le grand avantage d'un réseau interconnecté, c'est que ça permet, si vous voulez, de jouer sur le foisonnement à la fois de la consommation et de la production. Pourquoi foisonnement de la consommation? C'est que quand vous consommez de l'électricité, vous ne le consommez pas toujours en même temps que votre voisin. Si vous ne faites pas marcher la machine à laver. Et donc, ça veut dire que grâce à ce réseau interconnecté, vous pouvez, en quelque sorte, avoir un besoin global de consommation d'électricité bien moindre que si vous répondiez individuellement aux besoins de chaque consommateur. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, c'est ça le foisonnement. Et pour la production, ça permet effectivement de compenser des indisponibilités sur tel ou tel moyen de production et de compenser ces moyens de production par d'autres moyens de production qui, eux, sont disponibles. Alors ça, c'était entre les deux guerres. On peut dire que c'était jusqu'en 1950. Et c'est à partir de là qu'on a vu l'intérêt d'introduire un niveau de tension supérieur, qui est le 400 000 volts. C'est les autoroutes électriques, en quelque sorte, européennes. Et là, ça a permis d'interconnecter le réseau pour l'ensemble de l'Europe. C'est-à-dire interconnecter la France avec l'Espagne. C'est la première ligne d'interconnexion, je crois, qui a été construite entre la France et l'Espagne. Puis ensuite, avec l'Italie et la Suisse. Et maintenant, tout est interconnecté. Y compris, d'ailleurs, avec le Royaume-Uni, où là, du fait qu'on traversait la mer, on était obligé de passer par câble sous-marin, et donc en courant continu. Et ceci n'est pas terminé. Aujourd'hui, c'était un peu le but du consortium qui m'avait été demandé par Jean-Louis Borloo, c'est on veut étendre au-delà, effectivement, du continent européen. Et notamment au sud de la Méditerranée, avec non seulement le Maroc, mais également l'Algérie, la Tunisie, et puis de l'autre côté, récemment, on a pu interconnecter la Turquie. On n'a pas été au-delà compte tenu de la situation politique au niveau de la Syrie, du Liban, mais ça sera un jour ou l'autre, ça c'est certain. On a même envisagé actuellement, je crois qu'il y a une étude en cours, pour une liaison sous-marine entre l'Égypte, et la Grèce, hein, par l'intermédiaire de la Crète, hein, une liaison sous-marine. Donc tout ceci, si vous voulez, se développe. Alors c'est ce qui se passe en Europe, mais c'est ce qui se passe également ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que l'interconnexion est de plus en plus grande. Et pourquoi? Parce que on pourrait prendre cet exemple avec les différentes plaques qui constituent le marché, les marchés de l'électricité aux États-Unis. Alors le marché de l'électricité, on va y venir si vous avez des questions, c'est construit sur ce réseau d'interconnexion. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu ce réseau d'interconnexion, on n'aurait pas pu. Mais déjà, moi, je vais vous demander, André Merlin, les limites de ce réseau que vous m'avez décrit justement, parce qu'on parle d'un marché, mais c'est un réseau, comme vous le disiez, c'est un marché qui fonctionne par plaques. Alors, et ces différentes plaques, on va dire dans leurs composants, telles des limites, déjà. Si on veut aller un peu plus loin, si vous voulez, sur le plan physique, vous avez plusieurs zones de synchronisme. C'est-à-dire que ce qu'on appelle une zone de synchronisme, c'est-à-dire que vraiment la fréquence est exactement la même à chaque instant. Elle est de 50 Hz. Il y a actuellement la plaque principale qui est la plaque d'Europe continentale, qui s'étend d'ailleurs jusqu'à la Turquie et même sur l'Afrique du Nord. Hein. Vous avez une deuxième plaque qui est la plaque nordique, avec
la Norvège, la Suède, la Finlande et une partie du Danemark. Notre partie est synchrone au réseau continental. Vous avez le Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Angleterre, Pays de Galles, Écosse, et puis vous avez également l'Irlande. L'Irlande qui a vocation d'ailleurs, elle est interconnectée en courant continu avec le Royaume-Uni, mais ils sont pas synchrones. Vous voyez. Donc voilà, ça c'est les plaques physiques. À partir de là, bien évidemment, c'est constituer le marché européen de l'électricité. Et on va y revenir. Là, ouais. Bon, restons d'abord là vraiment sur les réseaux et sur justement ce que vous disiez, les avantages, ses limites et surtout les rôles de ces interconnexions dans la stabilité de ce réseau que constituent ces plaques. Si vous voulez, c'est un réseau extrêmement puissant, hein, il faut le dire, et donc très stable. C'est pour ça qu'on peut se permettre des situations comme celles que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais il faut pas aller trop loin, quoi. Et ce que je dis en particulier, c'est que à chaque instant, il faut pas qu'il y ait plus de 50% d'énergie renouvelable intermittente, non pilotable et qui ne participe pas au contrôle de stabilité du réseau, qui soit connecté au système électrique européen. Donc c'est une condition très forte, si vous voulez. Ça veut dire que il faut que ces moyens pilotables, c'est-à-dire le nucléaire, l'hydraulique, et puis les cycles combinés gaz et le charbon, les centrales de charbon pour l'Allemagne, hein, il faut que ce soit réparti à peu près convenablement. Je ne veux pas aller trop loin dans la technique, mais il y a un point qui est très important, c'est que quand vous remplacez des moyens conventionnels, à partir des centrales au charbon, par des éoliennes ou des panneaux solaires, vous réduisez l'inertie électromécanique du système. Et cette inertie électromécanique, c'est ce qui permet d'éviter des chutes de fréquences trop importantes. Donc, il faut faire extrêmement attention à cela. C'est pour ça que ces gens-là qui veulent aller vers des proportions très importantes d'énergie renouvelable intermittente, ce sont des apprentis sorciers. Des apprentis sorciers. Et je dis que ces énergies renouvelables intermittentes, ce sont des passagers clandestins du système électrique interconnecté. C'est ce que j'ai dit lors d'une interview sur une radio nationale. Vous pourrez la retrouver si vous voulez. Donc, si vous voulez, il y a des contraintes physiques très fortes. Et ça, on ne peut pas les éviter. Donc, les gens qui les ignorent, ils nous racontent des fariboles, quoi. Bien, merci André Merlin. Maintenant, on va venir à un point qui est toujours le plus sensible, ce point appelé communément marché européen de l'électricité. Voilà. Déjà, je vais vous demander un petit peu de reposer les bases et le socle. Quand on parle de marché européen de l'électricité, de quoi parle-t-on? On parle de ces différents blocs désormais interconnectés en plusieurs places boursières d'électricité. Alors, je vais vous expliquer. D'abord, le marché de l'électricité, c'est en fait d'abord la directive, je vais parler, qui a été fortement combattue par la France, il faut le dire à l'époque, par le directeur général de l'énergie de l'époque et le directeur général d'EDF, hein, qui ne voulait pas de cette évolution parce que le modèle tel qu'on avait en France marchait très bien. Et donc, on s'est opposé pendant 5 ans, 6 ans à ce projet de directive. Mais comme ce projet de directive résultait de l'acte unique qui avait été adopté en 86, du temps où Jacques Delors était président de la Commission européenne, eh bien, après avoir fait l'ouverture des marchés au niveau télécom, on est arrivé effectivement à faire l'ouverture des marchés pour l'électricité. Alors, le modèle qui a été choisi, c'est un modèle non pas d'acheteur unique, c'est un peu ce qu'avait proposé d'ailleurs la France, hein, à l'époque, en dernier ressort. J'ai proposé l'acheteur unique. C'est en fait ce qu'on appelle l'accès des tiers au réseau, c'est-à-dire que à ce moment-là, chaque consommateur peut choisir théoriquement son fournisseur d'électricité, sauf que si les capacités physiques du réseau le permettent, hein, d'ailleurs. Mais c'est le principe. Alors, on avait déjà ce marché qui était en place à la fois au Royaume-Uni et également en Scandinavie. Et donc, en 96,
la France a été mise en minorité. Il y a eu 2/3 des États membres qui étaient favorables à ce mariage. Et donc, on a dû s'incliner. Et donc, c'est pour ça qu'il a fallu transposer cette directive en droit français, ce qui a pris la bagatelle encore de 4 ans. Ça n'a pas été facile là aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions, mais il a fallu effectivement, on savait de toute manière, c'est pour ça que le président et le directeur général d'EDF m'avaient confié la mission de mettre en place ce gestionnaire de réseau. Alors, que peut-on dire sur ce marché? C'est-à-dire que, contrairement à ce qui a été dit pendant la crise énergétique, il n'y a pas un seul marché de l'électricité. C'est un marché par État membre qui, bien évidemment, obéit aux mêmes directives, aux mêmes règles qui sont celles de la directive européenne. C'est-à-dire, c'est utiliser les moyens de production dans l'ordre de ce qu'on appelle de préséance économique. Et le prix de marché, c'est le prix du dernier moyen de production qui était offert pour satisfaire la demande. Donc ça a été la première étape et ça a conduit effectivement en France à créer une bourse d'électricité. C'est moi qui l'ai créée avec mes collaborateurs, avec Euronext, en 2001. Ça s'est plutôt bien passé. Et en particulier, M. Mestralet applaudit des deux mains. Enfin, par contre, ce qui n'a pas été fait dans l'immédiat, et ça a été fait ensuite, c'est un couplage des marchés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les couplages des marchés? Ça veut dire que les marchés sont en quelque sorte interconnectés les uns aux autres. Et le premier couplage des marchés a été réalisé par RTE. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a un taux de pénétration, par exemple, pour le Benelux, de la place financière du Benelux, avec le marché plus allemand? Alors, il y a actuellement, dans un premier temps, on a créé un couplage de marché entre la France et les Pays-Bas. Ce qui a permis, le Pays-Bas avait aussi une bourse d'électricité, mais ça a permis à la Belgique de créer sa propre bourse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un couplage de marché? C'est-à-dire que on prend en compte dans le fonctionnement des marchés dans chaque État membre les possibilités d'importation et d'exportation. C'est fait dans le mécanisme de fonctionnement du marché. Et une fois que ce couplage a été réalisé entre la France et la Hollande, ça s'est étendu progressivement à toute l'Europe continentale, sachant que la Scandinavie avait déjà, non pas ce qu'on appelle un couplage de marché, un market coupling, mais un market splitting, parce que en Scandinavie, ils avaient une bourse pour l'ensemble des pays, des pays scandinaves. Enfin, bon, c'est assez proche. Et donc, ce marché, finalement, a fonctionné assez bien, sauf qu'effectivement, on a eu cette crise énergétique en 2022, où là, on a eu la conjonction de 3 facteurs. Premièrement, la crainte de manquer de gaz, du fait que les Allemands... Ce marché a bien fonctionné parce qu'il y avait aussi un prix du pétrole qui était plutôt bas pendant un certain temps. C'est-à-dire que effectivement, il y avait pas de pénurie. Pas de pénurie. Là, on a craint une pénurie de gaz. Et donc, ça avait explosé le prix du gaz. Et deuxièmement, on avait également un problème au niveau de notre parc nucléaire, puisqu'on avait des indisponibilités dues aux corrosions sous contrainte. Et donc, la France avait une capacité de production qui était insuffisante. Alors, je dois dire d'ailleurs que pourquoi on était dans cette situation? Parce que on a commis à l'époque, entre 2012 et 2020, une faute grossière, c'est qu'on a non seulement arrêté, mais on a fermé et démantelé, tenez-vous bien, 10 gigawatts de moyens de production thermique classique qui étaient à l'arrêt, qui assuraient une réserve à froid. Qui fonctionnait notamment pour les pointes, c'est ça que vous me dites. Eh bien, bien sûr, voilà. Et en cas de pépin. Si vous voulez, cette réserve était absolument nécessaire. D'ailleurs, dans la commission d'enquête de l'Assemblée nationale à laquelle j'ai contribué, un des responsables de l'époque a reconnu, je parle de fonctionnaires, un fonctionnaire a reconnu qu'il aurait fallu mettre ces moyens de production sous cocon. On ne l'a pas fait. Donc, on a été dépendant à ce moment-là de l'Allemagne, qui nous a vendu son électricité à un prix très élevé, ce qui a fait monter effectivement le prix de l'électricité en France. Et ce qui a fait dire effectivement à certains responsables
on comprend pas qu'un marché de l'électricité européen, en France, soit indexé sur le prix du gaz ou du charbon. C'était conjoncturel. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, le prix de l'électricité en France est nettement inférieur à celui de l'Allemagne, ce qui pose d'ailleurs des problèmes aux industriels allemands. C'est à environ 30% d'écart. Et je peux vous dire que c'est une situation dont on a tiré bénéfice puisqu'on a pu exporter, comme je l'ai dit tout à l'heure, 100 TWh en 2024. J'ai pris beaucoup de temps, peut-être. La question, c'est... Non, pas du tout, justement. Je demandais à Clément, on va prolonger un tout petit peu le webinaire de 10-15 minutes afin de pouvoir étendre et développer pas mal de sujets. Donc, il y a une autre question, c'était en fait les distorsions aujourd'hui ou incohérences que ce marché, ou ces marchés, mais surtout, on va rester sur le cas français, ça a introduit dans les signaux économiques, notamment pour les industriels. Alors, voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que d'abord, c'est un marché à court terme, hein, mais c'est pas un marché à long terme. Donc, il faut quand même pas confondre, c'est un marché à court terme. Donc, ça ne donne pas des signaux. Un marché à très court terme et là, 3 ans. Qui manque de profondeur. Et c'est aujourd'hui son problème et qui n'est pas assez alimenté en produits à long terme. Oui, un petit peu. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui fausse le fonctionnement du marché, c'est le fait que les renouvelables intermittents, j'y reviens, sont en dehors du marché. Ils bénéficient d'un privilège, je dirais, excessif. Ils sont prioritaires dans l'accès au marché. Et c'est ça qu'il faut changer, à mon avis. Il faut que la France demande que traiter de la même manière l'énergie nucléaire, l'électronucléaire et les renouvelables. Il n'y a aucune raison de donner la préférence aux énergies renouvelables intermittentes par rapport au nucléaire. Parce que quand vous faites ça, vous baissez la production nucléaire, vous économisez 10 € du mégawattheure, c'est les économies de combustible que vous faites sur le nucléaire, et vous la remplacez par de la production qui, dans le cas de l'éolien marin, va coûter 200 € et peut-être plus dans le futur. 200 € du mégawattheure, 20 fois plus. Vous voyez à quel point la situation est baroque. Et tout ceci est dû au fait que l'Allemagne a imposé au niveau européen cette règle, et je pense encore une fois que la France aurait dû et doit continuer à s'opposer à ce système-là. C'est pas possible de continuer dans cette... Et ça conduit effectivement, comme l'a souligné l'inspecteur général pour la sûreté nucléaire à EDF, à avoir des fonctionnements erratiques du parc nucléaire qui est très dommageable pour la disponibilité de ces réacteurs, mais peut-être même pour la sûreté nucléaire. Donc, il faut arrêter les frais dans cette affaire. Et je pense que la France, comme va faire l'Allemagne, a besoin de plus de flexibilité dans son mix électrique. Et donc, ça veut dire 2 choses. La première chose, il faudrait pouvoir construire de nouveaux réservoirs, de centrales hydroélectriques, notamment des stations de pompage. Parce que c'est le moyen de production le plus flexible. Les fameuses steppes. Dans mon pays dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la Xaintrie, il y a un projet qui est prêt, on peut le construire, 1000 mégawatts, 1 milliard d'euros à l'époque. Ça fait 40 ans qu'on attend que cette steppe soit construite. Et la deuxième chose, à mon avis, qui ne va pas du tout, c'est effectivement que il faut des cycles combinés gaz si on n'a pas la flexibilité suffisante. Il ne faut pas utiliser le nucléaire au-delà de ses possibilités. C'est pas possible. Et c'est pour ça que l'Allemagne actuellement, en voyant ce qui s'est passé au mois de novembre et au mois de décembre, vous avez vu, hein, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, la nouvelle coalition, il prévoit de construire, tenez-vous bien, je crois que c'est 20 cycles combinés gaz, en plus de tout ce qu'ils ont actuellement. Et en plus, des centrales thermiques au charbon qu'ils vont continuer à exploiter jusqu'en 2038. Merci beaucoup André Merlin. Désormais, on va passer à une série de questions issues de la boîte à questions, qui sont les questions que vous nous avez posées. Alors, je vais vous demander de répondre succinctement à une première série de 4 questions. La première, quelle est la durée de vie moyenne des réseaux de transport? Quel serait le programme de renouvellement hors renforcement? Alors, quand on parle du réseau de transport, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 types de moyens. Il y a des moyens aériens, c'est des lignes aériennes qu'on voit dans la nature, hein, ça se remarque. Et là, si elles sont bien entretenues, je pense que leur durée de vie peut dépasser allègrement les 60 ou 80 ans. Hein. C'est-à-dire que, et d'autant que après la tempête de 99,
qui a été un désastre terrible. C'est moi qui étais que je présidais la cellule de crise pour le transport. Je peux vous dire qu'on était dans une situation. On a entrepris tout un programme de renforcement mécanique du réseau de transport d'électricité qui a duré plus de 15 ans. On y a mis 1,7 milliard, je me rappelle. Et aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une tempête, on parle beaucoup des coupures sur le réseau de distribution. Vous n'entendez jamais parler de coupures sur le réseau de transport. Donc, le réseau de transport est quelque chose qui est très pérenne. Par contre, pour les lignes souterraines, c'est-à-dire les câbles aériens ou sous-marins, c'est par exemple les futures connexions, si on les construit, des parcs éoliens marins, là, la durée de vie est de 20 ans. C'est à peu près ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'était quelle est la durée de vie moyenne de réseau Ça dépend du type de moyen. Et la seconde, quel serait le programme de renouvellement hors renforcement? C'est difficile. Disons qu'actuellement, moi, je pense qu'il y a des renouvellements à faire sur les câbles qui alimentent les grandes agglomérations, notamment la région parisienne. Parce qu'il faut savoir que tout était en souterrain sur Paris. À partir de la petite couronne, tout est en souterrain. Donc, il y a sans doute, mais ça, je peux pas vous dire, je suis plus à la tête de RTE, donc je peux pas vous donner un chiffre exact, mais là, il y a sans doute des choses à renouveler. D'accord. Et à Lyon, c'est pareil, à Marseille aussi, dans toutes les grandes villes, quoi. Il y a des câbles souterrains en haute et très haute tension, jusqu'à 225 kV, qui permettent d'aller jusqu'au cœur des villes. Une question un peu plus technique, dans la mesure où les réseaux sont interconnectés, comment fait-on aujourd'hui pour stabiliser le réseau français si nos voisins développent trop les énergies intermittentes? Comment peut-on éviter qu'un effondrement se propage à la France? Alors, c'est ça, c'est un peu le point faible du système électrique interconnecté. C'est ce qu'on a connu en 2006. On a failli avoir un blackout sur toute l'Europe de l'Ouest, et c'était dû à une erreur entre deux gestionnaires de réseau allemands. Et je peux vous dire qu'on est passé très près d'un effondrement complet du système électrique de l'Europe de l'Ouest. Heureusement, on a eu des systèmes de délestage automatique au niveau des postes de distribution qui ont permis de rétablir l'équilibre. Donc, si vous voulez, on est solidaires en quelque sorte. C'est pour ça que je pense que il faut qu'il y ait un accord entre les différentes parties prenantes européennes pour éviter la catastrophe. C'est pour ça que, alors, il y a une association qui doit jouer un rôle majeur dans cette affaire. Est-ce qu'il la joue? Est-ce que cette association joue toujours ce rôle? J'en sais rien. C'est ce que j'ai créé, c'est-à-dire l'Association européenne des gestionnaires de transport d'électricité, qui s'appelle actuellement ENSOE, qui est d'ailleurs présidée par un Français, enfin quelqu'un de RTE d'origine espagnole. Je l'ai bien prévenu, j'espère qu'il fera le nécessaire pour éviter la catastrophe. Mais on y va tout droit dans la situation actuelle. Alors, une manière de faire, c'est aussi de limiter les échanges d'électricité entre les différents pays. C'est-à-dire que si vous réduisez, c'est ce qu'a d'ailleurs dit très récemment la ministre suédoise de l'énergie, lorsqu'on a vu les problèmes qu'a rencontré l'Allemagne au mois de décembre de l'année dernière, elle a dit ouvertement et publiquement au ministre en charge de l'économie et des finances allemande, qui était un vert, puisque là, c'est en train de changer, vous ne pouvez pas continuer de cette manière, c'est pas possible. Donc, il va falloir que vous changiez votre politique. Elle l'a dit publiquement. Parce que non seulement ça fait monter le prix de l'électricité en Allemagne, qui a été multiplié par 10 pour cet épisode-là, mais ça fait monter aussi le prix de l'électricité dans les pays... chez les voisins. Ouais. Ce qui est quand même catastrophique. Donc, il faut que l'Allemagne prenne conscience qu'elle ne peut pas continuer dans ce sens et qu'elle ne peut pas continuer à pousser toute l'Europe dans cette direction. On va tout droit dans le mur. Puis une troisième question. Êtes-vous favorable à la mise en place de plusieurs zones de prix de gros à l'intérieur des pays pour faire face aux congestions internes et aux loop flow? Alors, ce que je vais vous dire, c'est que lorsqu'il y a des congestions structurelles et non pas conjoncturelles au niveau des réseaux, on doit être conduit de pouvoir créer plusieurs zones d'enchères dans le même pays.
Ce qu'on n'a pas fait pour le moment en France, parce qu'il n'y a pas de congestion. Congestion, c'est des goulots d'étranglement. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, oui. Donc, on n'a pas de congestion structurelle. Par contre, en Allemagne, il faut savoir qu'ils ont développé à marche forcée les éoliennes à la fois terrestres et marines dans le nord du pays. Ils ont un projet de renforcement du réseau entre le nord et le sud qui s'appelle le German Corridor, qui est évalué par la Cour des comptes allemande entre 450 et 700 milliards d'euros. Il faut le savoir. 450. Et donc, actuellement, ils en ont construit que 20%. Parce qu'ils ont des oppositions et parce que ça coûte très cher. Et il faudrait effectivement que l'Allemagne ait 2 zones d'enchères. Ça me paraît, et que, au niveau des loups-flots, qu'il y ait une partie, effectivement, qui aille directement de l'Allemagne du Nord à la Belgique, ce qui limiterait les transits par la Hollande, la Belgique, la France et retour vers l'Allemagne. Sachant quand même que dans le système que nous avons mis en place, que j'ai mis en place, au niveau du marché, les gestionnaires de réseau sont rémunérés dès lors qu'il y a des congestions aux frontières et des 2 côtés. Si vous me donnez le temps, je peux expliquer, mais peut-être qu'on n'a pas le temps. Eh bien, allez-y, on va prendre tout le temps qu'il faut pour expliquer. Voilà, je vais prendre un exemple très simple. Je demanderai juste de répondre brièvement à la dernière question ensuite là-dessus. D'accord. Alors, sur on est dans une situation actuelle où on a un prix de marché en France qui est de 60 € du mégawattheure en moyenne. Et du côté allemand, on est à 90. Il y a des congestions et très souvent, du fait que le prix de marché est plus bas en France qu'en Allemagne, il y a une exportation d'électricité, comme j'ai dit tout à l'heure, de la France vers l'Allemagne. Et on sature l'interconnexion. C'est-à-dire que, en quelque sorte, il y a une congestion. C'est pour ça qu'il y a 2 marchés séparés. Eh bien, quand il y a, supposons, 60 € côté français, 90 € côté, les 30 € de différence, ils vont par moitié, c'est-à-dire 15 € au gestionnaire de réseau de transport d'électricité français et 15 € au gestionnaire de réseau de transport d'électricité. Alors pourquoi? C'est pour leur permettre de financer le renforcement de ces interconnexions dans le futur. Et s'ils ne renforcent pas l'interconnexion, ça permet de compenser l'augmentation du turb. Voilà. Donc voilà comment ça se passe actuellement avec le marché. Dernière question de Georges Chapy. Dans l'étude commune de RTE et de l'AIE publiée fin janvier 2021, il était écrit « 4 ensembles de conditions techniques strictes devront être remplis pour permettre, avec une sécurité d'approvisionnement assurée, l'intégration d'une proportion très élevée d'énergie renouvelable variable dans un système électrique de grande échelle comme celui de la France. Et plus loin, il n'existe à ce jour aucune démonstration de la faisabilité d'une intégration très poussée d'ENR variables comme l'éolien et le photovoltaïque sur un grand système électrique. » Question: 4 ans après cette publication, RTE a-t-il progressé dans les connaissances concernant la faisabilité opérationnelle des 4 ensembles de conditions techniques strictes précitées? Réponse non. Réponse non. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, il y a un projet de recherche que j'ai découvert récemment, financé par la Commission européenne, sur ce qu'on appelle le grid forming. Ces conditions, c'est le grid forming. Je pense que dans l'état actuel de nos connaissances, c'est pas possible. Alors, on peut, d'une certaine manière, pour la tension, avoir ce qu'on appelle des compensateurs synchrones qui permettent de régler le problème de la tension. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ça coûte encore plus cher. C'est-à-dire qu'il faut ajouter aux investissements propres, aux énergies renouvelables intermittentes, d'autres moyens de production qui permettent effectivement d'assurer ce contrôle. Donc, on marche sur la tête, comme disent certains animateurs de télévision, de radio. Voilà. Bien, écoutez, André Merlin, merci beaucoup. Désormais, nous allons passer à vos questions. Donc, nous attendons vos questions et je vois qu'il y a déjà beaucoup de mouvements. Alors, première question, peut-on évaluer le coût réseau de 6 EPR2 versus l'équivalent en énergie produite par le solaire et éolien? Qu'en pensez-vous? Alors, 6 EPR, si vous voulez, les 6 EPR, on va les installer, comme vous l'avez vu, sur les sites existants. Je pense que c'est la meilleure solution. C'est ce qui est fait
donc pour Penly, Gravelines et Bugey. Donc il faudra sans doute renforcer le réseau existant, mais à ce moment-là, il sera sans doute possible de renforcer les lignes existantes. Donc ça se fera au moindre coût. Dans les 100 milliards que j'ai indiqué, que RTE a indiqué, je disais que 70 milliards, c'est lié, là je parle du transport, hein, c'est lié essentiellement aux énergies, à l'éolien marin, à la fois le raccordement plus renforcement du réseau, et je pense que les 30 milliards restants, ce serait lié au renforcement du réseau, lié aux 6 nouveaux EPR. Mais c'est une évaluation, disons, au doigt de nez. Hein. Ça mérite une étude beaucoup plus approfondie, je pense que ce sera fait. Question 2. On a beaucoup exporté l'électricité fin 2024. À quel prix moyen l'a-t-on exporté et a-t-on exporté notre électricité avec une marge substantielle pour permettre une rentabilisation des comptes d'EDF? Alors, si vous voulez, l'exportation, c'est ce qu'a dit EDF, a rapporté 5 milliards 100 millions d'euros. Mais il s'agit de 89 TWh, qui est la différence entre ce qu'on a exporté et ce qu'on a importé. Parce qu'on a importé 12 TWh, c'est-à-dire qu'en fait, on a exporté 101 TWh et on a importé 12 TWh. Les 12 TWh, on les a importés à des périodes de pointe, parce qu'il faut savoir que du fait de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de l'arrêt, non seulement de l'arrêt, mais de la fermeture et même du démantèlement de la réserve à froid, on n'a pas assez de moyens de production pour satisfaire la pointe de consommation. Et donc, on fait appel, notamment en Allemagne, qui nous vend son électricité, qui plus est, l'électricité produite à partir du lignite. C'est pour ça que c'est aberrant, la décision qui a été prise. Je ne parle pas de l'arrêt de Fessenheim, qui est une véritable catastrophe. Donc, si vous voulez, on a importé donc 12 TWh à un prix nettement supérieur à 60 €, puisque c'était en période de pointe. Donc, disons que le EDF s'y retrouve si elle vend au prix, elle vend son électricité, par exemple en Allemagne, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, au prix du marché allemand, du marché français, mais en tenant compte du surplus de demande lié à l'exportation. Donc, ça fait monter le prix de l'électricité sur le marché français, de manière moindre qu'en Allemagne, bien évidemment. Et c'est ça qui permet effectivement d'obtenir une rentabilité qui n'est pas énorme, mais qui est tout à fait acceptable. Et donc, par contre, c'est vrai que si on fait un autre raisonnement où on a 70 TWh d'énergie renouvelable subventionnée qui coûte beaucoup plus cher, on pourrait considérer que ces énergies renouvelables qui ont permis d'exporter une partie de cette électricité, et donc on obtient une rémunération de l'ordre de 60 €, alors que ça peut nous coûter jusqu'à 200 € si on parle de l'éolien marin. C'est pour ça que les renouvelables intermittents, je pense qu'il faut plus en entendre parler. Une question un peu provocatrice. Faut-il, en désespoir de cause, souhaiter un bon blackout survienne rapidement pour raisonner nos dirigeants européens et français? Écoutez, pourquoi pas, je pense, mais si vous voulez. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que il y a des signaux avant-coureurs. C'est-à-dire que je vais citer la situation de l'Australie du Sud. En 2016, ils se faisaient les champions des énergies renouvelables intermittentes. C'est eux qui, dans le monde, avaient... Il y a eu un épisode météo assez difficile, et il y a eu plusieurs blackouts successifs qui ont privé d'électricité, en particulier les hôpitaux, parce que l'électricité, il y a un secours, mais le secours n'a pas toujours bien fonctionné. Il y a eu une crise politique, changement de gouvernement, élection, bien évidemment, changement de gouvernement, et le nouveau gouvernement a commandé, tenez-vous bien, plusieurs milliers de mégawatts de turbines à gaz pour installer du pilotage, pour restabiliser le réseau. Ça, c'était en 2016. En 2017, même chose à Taïwan, où là, ils voulaient sortir du nucléaire. Ils avaient arrêté pratiquement une très grande partie de leur réacteurs nucléaires. Ils étaient dans la situation où il y avait beaucoup de renouvelables intermittents. Et bien là aussi, il y a eu une blackout. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de changement de gouvernement, mais il y a eu un référendum
alors que la première ministre s'était engagée à sortir du nucléaire, changement complet, même, voilà. Et plus récemment, alors il y a le Brésil qui a eu un blackout en 2023 dû aux éoliennes dans le nord-est, et les 2 tiers du Brésil étaient dans le noir. Voilà. Petite question un peu plus technique sur les prix négatifs. Comment se forment sur le marché les prix négatifs et dans quelle place financière sont-ils localisés? Partout. Hein. Malheureusement, les prix négatifs, c'est les prix où il y a trop d'électricité provenant des éoliennes et des panneaux solaires. On ne sait pas quoi en faire. Et donc, les prix descendent parce que jusqu'au moment où, même avec des prix négatifs, la production reste supérieure à la consommation et on demande à ce moment-là la déconnexion des parcs éoliens et de certains parcs solaires. Avec d'ailleurs, dans certains cas, on donne des subventions aux exploitants de ces parcs pour qu'ils se déconnectent du réseau. Vous vous rendez compte? C'est de la folie complète. Question suivante. Le marché dysfonctionne en raison de mix très différents entre les États membres. Les États qui ont beaucoup d'énergie renouvelable intermittente ne sont pas responsables de l'équilibre du marché européen aujourd'hui. Comment les responsabiliser les États? Faut-il limiter les échanges entre pays de l'Union européenne sur les marchés? Chaque pays est responsable de l'équilibre quand même. C'est pour ça que les pays qui développent le plus les renouvelables intermittents, je prends l'exemple de l'Espagne et du Portugal, ils ont de l'hydraulique et ils ont aussi des cycles combinés gaz. C'est d'ailleurs pendant la crise, vous avez vu qu'ils avaient obtenu une dérogation venant de la Commission européenne pour limiter le prix du gaz qu'ils utilisaient pour produire de l'électricité, ce qui leur a évité une explosion du prix de l'électricité sur le marché. Ce qu'on aurait dû faire sur toute l'Europe. C'est ce qu'avait proposé d'ailleurs le gouvernement français et encore une fois, l'Allemagne s'est opposée à cela. Donc, si vous voulez, l'équilibre, pour le moment, alors on verra pour la suite, hein, mais pour le moment, chaque pays équilibre son système, heureusement. Une question qui va aller dans le sens, et on va revenir sur un sujet que vous connaissez bien, c'est celui d'Excelsium. Comment aujourd'hui satisfaire les électro-intensifs et hyper-électro-intensifs? Alors, si vous voulez, Excelsium, c'est un contrat que j'ai bien connu puisque, comme j'ai dit, la commissaire européenne à la concurrence m'a demandé de jouer le rôle de médiateur, ce qui a beaucoup surpris le Premier ministre français de l'époque parce que j'étais quelqu'un qui venait d'EDF. Mais elle a dit non, j'ai confiance. Et donc, j'ai joué le rôle de médiateur. On a obtenu un accord. Le contrat a été signé fin 2009, sauf que on a par ailleurs accepté cette horreur qui est l'Arenh, qu'on n'aurait jamais dû accepter. C'est vraiment une affaire. Moi, je m'étais opposé, j'ai été auditionné par la commission Schramsor, j'avais dit non, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Malheureusement, c'est passé. Et aujourd'hui, si vous voulez, comme l'Arenh se termine en 2025, les industriels qui bénéficiaient des prix très bas, au moins pour une partie du nucléaire, pour les 100 TWh, ils espèrent obtenir des conditions à peu près analogues. Et malheureusement, EDF pense à rentabiliser ses investissements futurs. Et je pense que, j'ai pas jugé ce qui a été fait dans la discussion actuelle, mais on devrait, à mon avis, envisager plutôt soit une prolongation d'Excelsium, soit un contrat renouvelé du type Excelsium, parce que les conditions ont été acceptées par la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne, et donc, dès lors qu'on présente un contrat qui satisfait aux mêmes conditions, je pense que la Direction générale de la concurrence devrait l'accepter, d'autant que je tiens à dire que le directeur général aujourd'hui est un Français que je connais bien, et à mon avis, il faut en profiter. Mais bon, écoutez, moi je pense que je comprends très bien la position des industriels. Hein, c'est sûr que ce qu'ils veulent, c'est un prix de l'électricité le plus bas possible. Malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse leur offrir un prix d'électricité équivalent à celui qu'ils peuvent trouver aux États-Unis et même au Canada. Ça, c'est certain. L'une des solutions ne pourrait-elle pas que le consommateur paye plus et que les industriels payent moins et revenir aux tarifs c'est ce qui se passe actuellement. Quand je l'ai dit tout à l'heure, les subventions aux énergies renouvelables intermittentes, elles ne sont pas payées par les industriels.
elles sont payées par les consommateurs domestiques et par les petites PME, PMI. Et alors, faut-il aller jusqu'à faire payer la totalité du TURP par le consommateur domestique? J'en sais rien, mais je pense que c'est ce qu'envisage actuellement l'Allemagne. Si j'ai bien compris les déclarations du futur chancelier. Enfin, on verra. On va reprendre encore quelques questions. Sans cohérence au niveau européen, construire plus de centrales nucléaires en France ne revient-il pas finalement à investir pour nos pays voisins, notamment l'Allemagne? Non, je pense pas. Enfin, là, on exporte effectivement 100 TWh dans les pays voisins. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut pas construire de nouveaux moyens de production dans l'immédiat. Et c'est pour ça que la PPE me paraît complètement déraisonnable. Parce qu'en plus, si on construit des éoliennes et panneaux solaires, on va les subventionner à 200 € du mégawattheure et on va vendre notre électricité à 60 €. Donc, on voit bien que c'est complètement... Par contre, qu'on construise du nucléaire pour le futur, c'est-à-dire au-delà de 2038, puisque c'était envisagé, il faut quand même... Je pense que le basculement vers des usages d'électricité pour pouvoir décarboner notre économie, c'est une chose qui va se faire. Plus lentement que certains le pensent, mais ça va se faire. Donc, ça va conduire à une augmentation du prix de l'électricité, de la consommation d'électricité en France, comme d'ailleurs ailleurs en Europe. Donc, à mon avis, je crois que c'est une bonne chose que de construire les 6 futurs EPR2. Et moi, j'ajouterais volontiers, mais il faudra faire une étude plus approfondie, les 8 EPR en cours d'étude. On va prendre une dernière question. Les smart grids peuvent-ils être une solution pour aider à l'intégration des ENRI dans le système électrique et sa stabilité? Alors, les smart grids, si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire? Vous aurez de définir également ce que c'est. Oui, les smart grids, c'est en fait utiliser l'intelligence artificielle, ce que je connais bien, puisque c'était mon premier job à la recherche, pour pouvoir pousser davantage dans les limites du fonctionnement du système électrique. Ce que je dirais, c'est que si on n'avait pas eu l'informatique scientifique, en fait, pour pouvoir gérer la complexité d'un grand système électrique interconnecté comme celui à l'Europe, on aurait eu des séries de blackouts et donc ça n'aurait pas pu marcher. C'est grâce à l'informatique scientifique et aux algorithmes qu'on a développés qu'on va... Alors, peut-on aller plus loin? Peut-être. Je dirais aussi que si on a pu mettre en place un marché de l'électricité, c'est aussi parce que derrière, je l'ai pas dit, il y a beaucoup d'informatique. Quand j'ai mis en place pendant 3 ans le futur RTE, une de mes principales préoccupations était de bâtir un nouveau système informatique. Mais ça nous amènerait trop loin dans la discussion. Bien, écoutez, je pense qu'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup, André Merlin, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup pour cet échange très clair. Merci également à toutes celles et ceux qui ont participé à cette discussion. Nous espérons que ce webinaire vous a permis de mieux comprendre et cerner les enjeux actuels du système électrique français et européen et également en débordant sur la PPE 3. Bonne soirée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire.